Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Gabriel qui est entrepreneur depuis plusieurs années et justement, c'est pour ça notamment que j'avais envie de l'interviewer parce qu'il a une énorme expérience à nous partager aujourd'hui. Salut Gabriel, comme d'habitude, on va démarrer par une question classique. Dis-nous ce que tu fais à l'heure actuelle et surtout, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est vraiment à qui tu t'adresses, c'est qui vraiment ta cible principale là à l'heure actuelle. Ok, bah écoute, merci pour l'interview, merci d'avoir pensé à moi et bonjour à tout le monde. Alors, qui je suis? Je suis Gabriel Miquet, je suis ce que l'on appelle un influenceur. Je suis une personne qui a une position charnière sur le business Internet parce que depuis des années, je travaille avec les plus grands infopreneurs. Ce sont des personnes qui ont une très grosse audience, un très gros impact euh, médiatique, en tout cas sur les réseaux sociaux, et qui propose à énormément de personnes de se former sur Internet par le biais de formation numérique. Mon travail à moi, ma promesse principale, en tout cas depuis le démarrage, a été de faire générer à mes clients 1 an de chiffre d'affaires en seulement une semaine. Et de là, j'ai développé des services en ligne, j'ai développé de nouvelles techniques, de nouvelles formations moi aussi, et je suis devenu ensuite investisseur et j'ai commencé à investir dans d'autres entreprises. Ok, comment t'en es arrivé à être influenceur justement? Pourquoi t'as pas pris le parti de faire comme les personnes que t'aides, justement, de vendre des formations en ligne comme beaucoup le font? Toi, tu as plus choisi le côté influenceur et je vais vous aider en fait à vendre vos produits. Comment t'en es arrivé un petit peu là? En fait, c'est mon caractère. Moi, j'ai toujours eu tendance à vouloir aider les autres et à me faire passer après les autres. Ce qui fait que quand je suis arrivé dans le milieu du marketing web, de l'infoprenariat, j'ai voulu d'abord combler mes lacunes parce qu'avec mon ancienne entreprise, j'avais aucune connaissance en marketing et ça m'a coûté mon ancienne entreprise. Donc, il a fallu que je me forme. Eh bien, j'ai utilisé mes compétences en montage vidéo pour monter les vidéos de ces gros infopreneurs et me former du coup en étant payé pour monter leurs vidéos. Et en ayant cette position-là, grâce à une personne qui m'a introduit dans le réseau, j'ai commencé à côtoyer des personnes qui avaient beaucoup d'influence, beaucoup de notoriété. Et naturellement, je me suis positionné en prestataire sur les lancements de produits, ce qui fait que, comme on était extrêmement peu à faire ça, et en tout cas à le faire bien, ça m'a amené à développer assez rapidement mon réseau. Et comme ça fait des années que je suis dedans, forcément, maintenant, je suis établi et je me suis mis à faire de la formation comme tout le monde. Mais c'est toujours pareil, hein, je me fais passer après, donc je prends pas le temps de vendre mes formations, je passe mon temps à vendre celles des autres. Ok, ça marche. Et c'est quelque chose, ouais, comme tu dis, qui te correspond pleinement, ça correspond à ton caractère et donc c'est complètement voulu à l'heure actuelle. Oui, bien sûr, moi je suis monté sur scène, j'ai fait des conférences aussi, des interviews, j'en fais régulièrement aussi, parce que j'ai la chance d'avoir des personnes comme toi qui s'intéressent à ce que je fais. Mais du coup, c'est pas parce que je veux être dans la lumière, c'est pas parce que je veux être mis en avant, c'est juste parce que on entend parler de moi, parce que d'autres personnes parlent de moi, ce qui fait qu'on s'intéresse à ce que je fais. Mais c'est vraiment pas une volonté de ma part de d'être mis en lumière, même si j'aime bien ça. Ça a été quoi les principaux challenges, je pense, depuis des années que tu fais ça, comme tout entrepreneur, on rencontre tous des dizaines de challenges. Si tu devais en citer deux ou trois vraiment qui t'ont marqué au cours de ces dernières années, que ça soit peut-être, je pense, le stress de certains lancements que tu as dû animer, gérer, c'est quoi les principaux vraiment qui t'ont marqué? Alors, les principaux challenges en tant qu'entrepreneur, c'est aussi en tant qu'être humain finalement. Au départ, je suis un peu un bisounours. Moi, j'aime bien faire confiance aux gens, j'aime bien être ami avec tout le monde, tu vois, et faire en sorte que le business soit autant du business qu'une relation amicale. Sauf que parfois, ça joue pas en ta faveur. Vaut mieux avoir une vision purement business, même s'il y a de l'amitié, et c'est réussir à bien séparer les deux, parce que tu as tendance à soit faire des plans et penser que la personne a des liens avec toi qu'elle n'a pas, soit griller ton amitié parce que le business prend le dessus et tu te laisses savoir. Après, le véritable challenge en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est la gestion de la trésorerie. Parce que le marché fluctue pas mal, parce que tu peux vendre beaucoup un jour et plus du tout le lendemain. Et si jamais tu gères mal ta trésor, forcément, à un moment donné, tu vas te retrouver à un creux où tu vas avoir beaucoup de charges et pas de rentrée. Et même avant d'être sur le web, dans d'autres activités, c'est le principal challenge que j'ai rencontré. Et je pense que tu dois le rencontrer aussi. Qu'est-ce que tu conseilles justement pour arriver à bien gérer sa trésorerie si tu es passé par là justement maintenant? Est-ce que tu as des... Comment tu gères toi justement pour pas avoir ces grosses fluctuations?
En fait, les fluctuations sont toujours là, sauf que à un moment donné, quand tu commences à bien gérer ton business, quand tu commences à avoir une activité établie, tu vas monter le niveau zéro de ta trésorerie en fait. Tu vas générer des abonnements, tu vas avoir des produits qui vont se vendre en 3, 5, 10 fois, ce qui fait que tu vas avoir des rentrées d'argent régulières tous les mois qui vont te permettre de monter ton niveau minimum de trésorerie de plus en plus. Et au-delà de ça, il y a des moments où tu vas faire des pics d'activité. Soit tu vas prévoir de mettre un peu d'argent de côté pour investir plus, pourquoi pas en publicité, les moments où tu as un creux. Soit tu prévois de développer des outils qui vont te permettre de générer là aussi des abonnements. Alors moi, j'ai préféré générer des outils et des paiements récurrents, notamment grâce à la formation. Ok. Donc là, vraiment, ton principal conseil, c'est vraiment d'avoir lancé une offre le plus rapidement possible à abonnement, finalement, pour avoir des revenus qui vont être assez réguliers et qui vont Oui. être indépendants peut-être des pics qu'on peut avoir avec des clients ou autres. Oui, c'est ça. C'est un petit peu comme en bourse, quand tu fais une transaction à risque, tu as trois transactions safe qui sont là pour assurer tes risques. Ok, ouais, donc c'est vraiment trouver le juste équilibre, comme tu dis, entre, ouais, c'est vrai que la métaphore est bonne sur la bourse, entre des placements qui vont être sécurisés, entre guillemets, et d'autres qui vont être beaucoup plus à risque, mais qui peuvent rapporter beaucoup plus, quoi. Oui, c'est exactement ça. Ok. En 2019, hein, sur cette belle nouvelle année, qu'est-ce que tu conseillerais maintenant à un jeune qui part de zéro, lui par contre, donc je sais que tu bosses avec des clients justement qui ont déjà un certain réseau, une certaine influence. Si à l'inverse, tu devais t'occuper ou tu devais conseiller un jeune qui se lance et qui démarre de zéro, ça serait quoi les deux, trois conseils principaux que tu lui donnerais pour lancer son activité en ligne? Alors, le premier conseil, c'est ne te fais pas passer pour ce que tu n'es pas. Ne te fais pas passer pour un grand expert, ne te fais pas passer pour un mec qui a beaucoup de notoriété si c'est pas le cas, parce que de toute manière, tu n'as pas l'expérience pour le faire et tu finiras par te griller. Donc, prends le temps de bien construire ton projet, prends le temps de bien construire ta communication. Malheureusement, on le voit sur les gros infopreneurs, sur les anciens, et à chaque fois que je travaille avec eux, j'ai du mal à trouver des photos valables pour réussir à faire des pages de capture, des pages de contenu. Et heureusement qu'ils ont leur notoriété, parce que sinon, j'aurais du mal à travailler et à attirer la sympathie des gens qui vont visiter les pages, par exemple. Donc, prévoyez de faire des photos sympas aussi, parce que ça passe par la présence sur Instagram ou sur Facebook. Et surtout, travaillez votre contenu, la qualité du contenu, sans aller copier celui qui est déjà présent sur Internet. Inspirez-vous, mais trouvez vos propres solutions pour vous différencier. Et après, en termes de branding, essayez de trouver un point différenciant. Moi, par exemple, sur ma communication, les bretelles, ça passe bien, tu vois. Carrément. Ça, c'est quelque chose qui marque assez bien, qui attire la sympathie. Et en général, même une personne qui ne me connaît pas, qui me voit pour la première fois, quand on va lui parler de moi et qu'on va lui dire, regarde, c'était le mec avec les bretelles dans la soirée, bah forcément, il va faire le rapprochement parce que j'étais le seul à avoir ces bretelles pendant la soirée. Donc, c'est un petit détail qui peut faire la différence. Donc voilà, surtout, ne pas se faire passer pour plus gros qu'on est ou pour ce qu'on n'est pas. Quand on annonce avoir une expertise, une compétence, on l'a vraiment. Et ensuite, on travaille sa communication et la qualité de son contenu. Ok, top. C'est top que tu parles de la qualité du contenu, parce que dernièrement, j'ai interviewé une autre personne, justement, enfin, on peut le dire, c'est Antoine Pétavin, qui parlait qu'à l'heure actuelle, en 2019, sur les réseaux sociaux, fallait, comme il dit, vomir limite du contenu, qu'on était plus dans la quantité que sur la qualité. Et après, ça nous a amené à un bon débat sur l'interview, où je reste persuadé que c'est la qualité qui va primer. Mais comme il le disait, on est un petit peu dépendant des algorithmes maintenant sur les réseaux sociaux, et si on veut ressortir, il faut faire un minimum de quantité. Moi, j'avais envie de revenir sur le côté différenciant, qui est à mon Oui. sens essentiel et qui est souvent oublié. Comment justement arriver, entre guillemets, à trouver, des fois on le fait en fait, des fois je trouve involontairement. Et moi, je suis Mhm. passé très franchement par là, j'ai des clients qui passent aussi par là, où tu as l'impression que finalement, tout le monde fait, entre guillemets, un peu ce que tu veux faire, ou ça marche aussi dans l'on-source. Comment arriver à trouver justement son unicité, sa singularité vraiment qui va nous différencier dans nos contenus et derrière donc sur l'image qu'on va dégager. Alors, pour avoir un bon business et pour avoir un bon réseau, il faut avant tout travailler sur soi. Le développement personnel, c'est pas juste un truc à la mode, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Pendant des années, moi, j'ai travaillé sur moi, sur qui je suis, sur mes aspirations, sur mes rêves, sur mes valeurs. Et l'air de rien, on pense avoir certaines valeurs, on pense avoir certaines aspirations, et quand on travaille réellement dessus, qu'on va en profondeur, on se rend compte que
les valeurs qu'on véhicule et les rêves que l'on a sont plus des influences sociales que ce qu'on souhaite vraiment. Et j'ai travaillé beaucoup sur le profilage et ensuite pour faire le mien forcément et savoir comment je fonctionne, quels sont mes leviers de motivation, quelles sont mes frustrations, quelles sont mes peurs, quels sont mes blocages. Et au fur et à mesure, je me suis découvert et ma personnalité s'est réellement construite et affirmée, ce qui fait que j'ai gagné aussi en charisme. Et je me suis beaucoup déplacé dans des événements pour rencontrer d'autres entrepreneurs, pour rencontrer d'autres personnes du réseau et me lier avec beaucoup de personnes. Et ça m'a permis, euh, en ayant de vrais liens avec toutes ces personnes et en les voyant en off, de savoir quelle était vraiment ma différence. Parce qu'on ne peut jamais savoir quelle est sa différence si on ne se base que sur des vidéos qu'on regarde sur les réseaux sociaux, sur des mails qu'on reçoit, sur des photos que l'on voit. Je pense que c'est important de autant aller chercher chez les autres qu'à l'intérieur de soi sa différence. Et à partir de là, je pense que c'est surtout la personnalité et l'expérience de vie que l'on a qui va faire la différence. Alors après, il y a des accessoires, hein, forcément, qui peuvent fonctionner, que ce soit ça, que ce soit un chapeau pour d'autres, ou, etc. Mais je pense que cette partie développement personnel est extrêmement importante pour ça. Donc, avant tout, vraiment travailler, comme tu le dis, sur soi, sur sa propre histoire, sur qui on est. Et c'est finalement là, en fait, on va se différencier de tout ce qui se fait déjà. Exactement. Et si tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce que tu fais, c'est tout simplement parce que ça marche et que ça génère de l'argent, donc c'est pas une mauvaise chose. Ok, ça marche. Autre question que j'aime beaucoup poser, c'est à ton avis, est-ce qu'on doit être passionné pour lancer son business? Je sais qu'il y en a qui lancent des business. Je prends toujours l'exemple, moi, un truc où je suis pas du tout fan, par exemple, c'est l'e-commerce, de Oui. vendre des produits qui, en soi, je les utiliserais à peine, ou même si je les utiliserais, c'est pas non plus ma grande passion. Est-ce que pour toi, à ton avis, pour lancer un business, il faut vraiment être passionné ou on peut très bien le lancer sans avoir vraiment d'atome crochu dessus? Alors, oui et non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'exemple de la bourse. La plupart du temps, quand tu lances un business sur la base d'une passion, c'est la partie risquée de ton business parce que c'est lié à des émotions qui sont fortes. Si jamais tu as une grosse baisse de motivation, si ça va pas dans ta vie, ces sentiments passionnels peuvent s'estomper et du coup, tu peux avoir moins de motivation dans cette partie-là de ton business. Donc oui, sur la durée, la passion, c'est important, mais si tu peux avoir en parallèle d'autres choses qui te passionnent moins, mais qui vont assurer la survie de ton business dans les moments où ça ira moins bien pour toi, c'est bien aussi. Donc la passion, c'est bien parce que ça va te permettre de mettre plus d'énergie dans les moments où tu vas être fatigué, où ça va être difficile, et c'est ce qui va te permettre de passer un certain cap pour générer après beaucoup de chiffres. Mais avoir quelque chose qui te passionne un peu moins, créer une boutique sur, je sais pas moi, sur le make-up alors que tu n'en as jamais utilisé de ta vie, c'est possible aussi, à condition que ça te génère un minimum d'argent récurrent toujours pour avoir ce niveau de trésorerie minimum qui te permet d'avoir l'esprit tranquille pour te consacrer à ta passion. Ok. Donc là encore, on est vraiment dans le juste équilibre à trouver entre le côté sécurité et passion, là, entre guillemets, et se dire que Oui, si j'ai un revenu, entre guillemets, plus ou moins, jamais rien de facile, mais plus ou moins facile à obtenir, ça permet de me sécuriser pour développer ma passion. exactement. Ok. Sur le côté plus développement de business, côté des salariés ou qu'on bosse avec des prestataires externes, mine de rien, en tant qu'entrepreneur, on est quand même très souvent seul. Comment tu as géré ou comment tu gères, toi, justement, cette solitude au quotidien? Alors déjà, moi je suis un ours. Donc la solitude, c'est pas un truc qui me gêne, mais du tout. Au Ok. contraire, je me sens bien et ça me permet d'être seul avec mes pensées et d'avoir le temps de réfléchir, de penser à des stratégies étendues et de les mettre en place. Je travaille énormément, vraiment énormément, très souvent jusqu'à 18 heures par jour. Et du coup, comme je suis très occupé, cette solitude, je la ressens pas forcément. Ensuite, là, j'avais 4 salariés à une époque, mais là, il me reste une personne dans l'agence. J'ai réduit l'équipe et je suis passé à des prestataires. Mais je suis tout le temps en relation avec d'autres personnes et même avec d'autres infopreneurs très connus avec qui je travaille. Et donc, cette solitude, je la ressens pas. Là où je pourrais le ressentir, c'est dans les moments de difficulté où tu vois quelles sont les personnes qui tiennent à toi et celles qui tiennent moins à toi, et celles pour qui le business est la priorité et d'autres, le lien affectif
reste quelque chose d'important. Donc, mais c'est important d'avoir ces moments de difficulté et de garder son esprit d'analyse et de savoir quelle est la qualité de son réseau. Ça aide beaucoup dans le business aussi. Et je sais que moi, en 2018, j'ai eu des moments assez difficiles parce que j'ai eu des clients qui ont fermé boutique ou ce genre de choses. Et du coup, je me suis retrouvé dans ces moments-là avec des personnes qui m'ont soutenu, qui étaient là et qui étaient prêtes à vraiment monter au créneau pour me donner un coup de main et faire en sorte que ça marche. Je pense que quoi qu'il arrive, le but du jeu, c'est de savoir s'entourer et de faire le tri, que ce soit aussi bien dans sa famille que dans ses amis, que dans ses salariés, que dans ses prestataires, ses partenaires même, pour avoir toujours des personnes de qualité qui sont pas là pour te vampiriser, parce que ça prend beaucoup d'énergie, mais qui sont là pour vraiment avoir une relation qu'on appelle gagnant-gagnant, qui n'est pas seulement une formule marketing qui est vraie et qu'il faut vivre et faire en sorte que tout le monde gagne. Complètement. Comment justement arriver à se créer ce réseau maintenant que toi, tu as un énorme réseau dans le milieu de l'infoprenariat ou autre? Quels seraient les conseils que tu peux donner justement pour arriver à se créer cet entourage quand tu démarres, entre guillemets, que tu connais pas grand monde dans ce milieu-là ou dans un autre? Alors, je vais vous rassurer tout de suite, vous qui regardez là l'interview, vous allez vous faire avoir à un moment donné. Partez du principe que vous allez accorder votre confiance à des gens, que vous allez accorder votre affection à des gens et que certains n'auront pas les bonnes intentions que vous avez pour elles. Maintenant, ça vaut quand même le coup de le faire et il faut quand même avoir le courage de le faire parce que sans ça, on reste seul, on n'évolue pas, on n'a pas de perspective différente des nôtres, on n'a pas de vision différente des nôtres parce qu'on est tout le temps la tête dans le guidon et quand on a la tête dans le guidon, forcément tout ce qu'on voit c'est le guidon et pas ce qu'il y a autour. Le but du jeu, ça va être déjà d'accepter que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière que nous, que tout le monde n'a pas les bonnes intentions que nous on a, et de sortir de sa grotte pour aller voir les autres, notamment avec des événements comme le Mastermind du Sud, comme le Web2 Connect ou d'autres, qui sont des événements qui rassemblent des personnes qui sont sur le web, qui font de l'argent, qui ont des choses à partager, qui ont des choses aussi à récupérer, à apprendre, c'est de l'échange, et accepter que de toute manière, ça reste du business et puis c'est tout. Après, pour le côté personnel, le problème, c'est l'affect. C'est souvent la famille, on a grandi avec, on a vécu avec, ça peut être nos parents, nos frères, nos sœurs, euh, ou alors ça peut être des amis d'enfance qui n'ont pas la même vision que nous et quand on va leur dire, écoute, j'ai une super idée, je vais me lancer, je vais quitter mon travail, tout ça, et qui vont être là et qui vont dire, mais tu fais de la merde, tu n'y arriveras jamais, tu n'en es pas capable. Voilà, ce genre de discours-là, c'est pas quelque chose qui nous aide. Donc ces personnes-là qui sont soit jalouses parce qu'on ose faire ce qu'elles n'oseront jamais faire, ou qui sont tellement flippées qu'elles vont nous étouffer et nous empêcher d'avancer, on les met de côté, on fait notre chemin, et si elles doivent revenir, ou si nous, on doit revenir vers elles, on y reviendra. Mais faire le tri, c'est extrêmement important parce que ça bouffe de l'attention, ça bouffe de l'énergie et de la motivation. J'ai remarqué très franchement que très souvent, ces personnes-là vont revenir vers toi une fois que tu as accompli, entre guillemets, ce pourquoi tu t'étais engagé. Oui, soit elles reviennent vers toi pour te pourrir parce que si tu as gagné de l'argent, tu es un pourri. Et c'est leur vision et tant pis, c'est pas grave, on les laisse de côté. Ce sont des personnes qui rêvent d'avoir une belle voiture, un bateau, etc., mais qui n'y arrivent pas et ça les frustre de voir que toi, tu réussis alors que malgré leurs efforts, elles n'y arrivent pas. Soit ce sont des personnes qui vont être rassurées parce qu'elles s'inquiétaient pour toi et qui vont se dire c'est bon maintenant il a réussi, tout va bien, donc je vais être là et je vais le soutenir comme j'aurais dû le faire depuis le début. Ouais, complètement. Complètement d'accord avec ça. Et il y a une dernière thématique, entre guillemets, que j'avais envie d'aborder avec toi sur le côté plus organisation d'un entrepreneur. Oui. Il y a tout type d'organisation. Il y en a qui sont très rigoureux, qui ont des routines matinales, etc. D'autres qui sont beaucoup plus flex et ça marche très bien. C'est quoi, entre guillemets, s'il y en a une journée type de Gabriel? C'est comment tu t'organises et comment tu arrives en plus à gérer différents projets? C'est chaud, hein, une journée de Gabriel. C'est chaud. C'est une journée de 18 heures, si j'ai bien compris. Oui, souvent c'est ça. Du coup, alors une journée. Le matin, ça fait pas longtemps que je le fais, mais j'ai une boulangerie qui est à côté de l'agence. Je prends le temps, je vais sur place, je mange des petits macarons avec un petit cappuccino. Je prends un petit peu de temps pour me poser avec Jean-Ed qui travaille avec moi et on prend le temps de discuter en dehors du boulot et de se vider la tête avant de commencer la journée. Ensuite,
bah, bien souvent, j'ai plusieurs projets en cours et donc des prestataires à gérer, des clients à gérer. Donc, même si je suis organisé, comme j'arrive à très très vite à gérer sur l'improvisation, c'est plutôt souple, très très souple, je dirais. Et du coup, là, je suis en train de travailler sur un lancement pour Laurent Chenot, par exemple. Mais à côté, je travaille sur des tunnels en vente en evergreen. Je travaille sur une nouvelle formation que je suis en train de créer. J'ai mon nouvel outil Screenplay aussi que je suis en train de diffuser. Et tout ça, bah forcément, c'est plein de projets différents qui n'ont pas forcément quelque chose à voir les uns avec les autres et pour lesquels il faut réussir à accorder du temps bah, dès que c'est possible. Mais là aussi, tu vois, mes clients, je les choisis maintenant et ça me permet d'avoir des personnes de qualité qui font du bon travail et l'air de rien, ça libère pas mal de temps. Parce que les clients qui ne savent pas ce qu'ils font ou qui sont pas très éthiques ont tendance à te vampiriser beaucoup de temps, d'énergie, ce qui fait que quand tu essaies de te concentrer dans un projet, tu en as un, deux, trois qui vont venir, qui vont vouloir avoir de l'attention tout de suite, qui vont vouloir que tu les aides tout de suite et ça va casser ce que tu fais. Donc, faut pas hésiter à s'imposer. Ça, c'est extrêmement important. C'est à s'imposer. C'est toi qui gères, c'est ton entreprise. Donc, que ce soit un client, que ce soit un prestataire, peu importe. Si tu as décidé de faire quelque chose dans ta journée, tu le fais. Voilà. Moi, après, j'aime bien prendre des pauses de temps en temps. J'aime beaucoup l'animation japonaise. Donc, je regarde des animés entre deux projets. Et comme ça me permet de souffler un petit peu et de me nettoyer la tête entre deux projets. C'est un petit peu comme si j'avais un tableau blanc dans la tête et que je l'effaçais Ouais, en ok. faisant autre chose. Et après, sinon, j'adore l'imprévu. Donc, je peux très bien décider de contacter un client ou un prestataire, d'aller faire un resto ou de monter à Paris ou de partir à Montpellier ou n'importe où. Et ouais, j'avoue que une journée type, ça m'ennuie. Ok. Donc, tu n'es vraiment pas, justement, tu fais pas partie prenante de cette école de la journée type, c'est comme ça. C'est tout l'inverse, limite. Tu es prenante de, il est 14 heures, bah, j'ai envie, bah, je vais prendre mon train pour aller à Paris et voir un client ou autre. Exactement. C'est moi, si tu veux, j'ai essayé de travailler à l'usine. J'ai essayé, hein. J'ai fait 2 jours. C'est bien. C'est déjà Voilà. ça. Là, je travaillais dans une usine de foie gras, j'étais en bout de chaîne avec des mamies de 50-55 ans, tu vois, qui mesuraient 1,50 m et avec un tapis qui était à 1,20 m du sol. Et il fallait prendre les foie gras en fin de ligne et poser des étiquettes dessus à la chaîne bien alignée. Ouais, j'ai Et connu le même genre de boulot sur des escalopes de dinde, si ça peut te rassurer. ah ouais, ben voilà, tu vois, quand tu bosses, quand il fait 4-5 degrés, que tu as le tapis qui arrive à peu près à tes genoux et qu'il faut rester plié et que tu es à 5 heures du mat et que tu vois tout le monde qui est malheureux, bah, au bout d'un moment, 2 jours, bah, t'arrêtes, quoi, tu passes à autre chose. Je déteste les tâches répétitives, je déteste m'ennuyer. Je suis un aventurier et enfin, moi, je me vois vraiment comme un pirate sur les mers à essayer de trouver de nouvelles îles avec de nouveaux trésors, etc. Et franchement, si j'avais un bateau sur des rails, je m'ennuierais. Donc pour toi, vraiment, si on doit conclure entre guillemets là-dessus, l'entrepreneuriat, ouais, c'est une exploration en fait. C'est une exploration du quotidien. C'est exploration, conquête, découverte, histoire d'amour, d'amitié. Enfin, tu vois, c'est Mm. tous les trucs qui te font ressentir des choses et qui font que tu construis avec tout ça. Tu te construis et tu construis ton business. Ok. Voilà. Si c'est plat, si tu ressens rien, si tu t'amuses pas, pour moi, ça vaut pas le coup. Si tu avais justement c'est une question que j'ai piquée entre guillemets à Timothy Ferris dans l'un de ses derniers livres. Si tu devais écrire une phrase, une citation, un truc qui te correspond comme ça sur un panneau géant qui soit le visible au plus grand nombre de personnes, ça serait quoi? Ça serait quoi pour conclure cette interview? Ce serait quoi le big message que tu aimerais passer? Hmm. Alors, le big message. Ouais, vraiment, le conseil que j'aimerais donner, c'est n'oubliez jamais que la personne la plus importante, c'est toi. Beaucoup de personnes vont essayer de te faire croire que ce sont elles les plus importantes parce que chaque personne pense que c'est elle-même la plus importante. Mais ton bien-être, ton avenir, ta passion, tes sentiments, ton énergie, tout ça, c'est ce qui fait que bah, tu te sens vivant et que tu as envie de continuer. Alors, entretiens la flamme, entretiens ta créativité, entretiens ta passion, ton envie de continuer et fais en sorte d'être surpris au quotidien pour perdurer dans le business et pour avoir toujours envie de créer plus et de faire plus et de partager plus. Top, merci. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter
termine en beauté cette interview. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à toi. À très bientôt. Salut. Ciao.